bonsoir à tous. À la une de ce journal, après avoir boycotté l'ouverture de la session parlementaire de novembre 2019, le SDF annonce sa participation aux élections législatives et municipales prévues en février 2020. Cependant, l'opposition est déjà confrontée à de nombreuses entraves dans la constitution des pièces exigées pour cette compétition électorale. Vous suivrez dans ce journal des potentiels candidats du MRC et du PCRN dénoncer des difficultés liées à la constitution de ces pièces et le jeu trouble de l'administration territoriale dans le cadre de cette constitution des pièces exigées pour la compétition électorale. La question relative à l'application des recommandations du Grand Dialogue National inquiète et préoccupe des parlementaires. Les sénateurs RDPC et SDF accordent le violon pour demander l'accélération de la mise en œuvre de ces recommandations afin d'apaiser les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et vous suivrez dans ce journal l'ambition du gouvernement de punir et réprimer les auteurs des discours haineux à caractère tribal et à caractère ethnique. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Législative et municipale 2020, l'opposition déjà confrontée à des entraves dans la constitution des pièces exigées pour être présélectionnés dans la compétition électorale. Des candidats du MRC et du PCRN ont du mal à se faire établir des certificats de domicile, extraits d'actes de naissance et autres documents selon les dispositions spécifiques du code électoral. Ils pointent un doigt accusateur sur l'administration locale et le jeu trouble de certaines municipalités et même certains services judiciaires. D'autres précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. À peine ouvert que le processus de constitution des dossiers de candidature pour les élections municipales et législatives suscite déjà les récriminations de l'opposition. Celle-ci relève les difficultés rencontrées sur le terrain par ces candidats. Certaines autorités administratives nous compliquent la situation quant à l'obtention du certificat de domicile. Nous avons suivi des camarades, notamment à Douala 3e, où le sous-préfet leur demandait de produire des documents qui ne sont pas prévus par la loi pour l'obtention de ce certificat de domicile, notamment la taxe foncière ou alors le contrat de bail. Il s'agit de problèmes au niveau des impôts, avec des administrateurs sur place qui exigent le paiement de taxes foncières. Pour certains, oui, ils doivent payer leurs impôts s'ils sont vraiment contribuables en exerçant une activité. Mais pour certains qui n'ont pas d'activité, qui n'exercent pas une activité, et je ne vois pas sur la base de quoi qu'on leur demande de payer des impôts. Des exigences que le MRC et le PCRN jugent inopportunes et arbitraires. Ils cherchent toujours jusqu'à aller creuser, jusqu'à leur demander de payer des taxes foncières sur la maison de leurs ancêtres dont ils ne sont ni propriétaires, ou bien souvent leur papa vit et ils vivent sous leurs parents, où on leur demande de payer les impôts en lieu et place de leurs parents. Nous voudrons aussi une bonne collaboration de l'administration fiscale dans la délivrance soit des cessions de redevance ou de non-redevance. Parce qu'au sens de la loi, il n'est pas question de savoir que vous ne payez pas d'impôts. Non, le problème, c'est de savoir que vous avez un domicile fiscal. Quelques localités s'illustrent particulièrement dans ces entraves, affirme le PCRN. C'est le cas de la ville de Meganga, où on rencontre sérieusement ces problèmes, où ils demandent même, pas qu'ils vous demandent de payer la taxe foncière même de cette année, ils vous font même le redressement de quelques années. Tout en sachant que la plupart de nos candidats n'ont pas le moyen de pouvoir subvenir à cette demande. Le MRC lui dénonce des entraves déjà perceptibles, même sur les listes électorales. Et il se trouve dans certains arrondissements qu'on a réduit le nombre d'inscrits dans certains bureaux de vote. Parce qu'on prétend que le MRC a gagné dans ces bureaux de vote-là. Donc il faut réduire le nombre d'inscrits. Rien n'explique qu'un bureau de vote qui avait, lors de la présidentielle, peut-être 400 inscrits se retrouve à 200 inscrits. C'est donc un appel de l'opposition à Elekam
et aux autorités administratives qui est lancé pour un retour au respect des règles édictées par la loi électorale. Nous voulons simplement que l'organe en charge de l'organisation de l'élection, c'est-à-dire ELECAM, rappelle aux services de l'État concernés les dispositions de la loi, notamment l'article 295 qui dispose que les actes judiciaires sont gratuits et exempts de tout paiement. Je voudrais par là interpeller les préfets, les sous-préfets de rappeler les maires à l'ordre et le directeur des impôts de rappeler ses démembrements, appliquer le droit et à faciliter l'obtention de ces documents pour permettre aux jeunes qu'ils ont tant meurtris de pouvoir concourir au suffrage du peuple pour pouvoir s'exprimer. En attendant, ni le MRC ni le PCRN ne prévoient d'autres recours face à cette situation. Après avoir boudé la session plénière, du moins la plénière d'ouverture à l'Assemblée nationale, le SDF annonce que ses députés retrouveront l'hémicycle si un projet de loi portant résolution de la crise anglophone est posé sur la table des députés. Dans l'espoir que la ligne pourrait bouger dans ce sens, le SDF demande à ses députés, maires et autres militants de préparer leur dossier de candidature pour les élections législatives et municipales prévues en février 2020. D'autres explications avec Aïk Cyril. Le SDF a brillé par son absence à la plénière d'ouverture de la session du mois de novembre à l'Assemblée nationale. Mais le président du groupe parlementaire SDF précise qu'il ne s'agit pas d'un boycott de toute la session. Pour lui, le parti, qui reste préoccupé par la résolution de la crise anglophone, fait savoir que si un projet de loi arrivait dans ce sens à l'Assemblée nationale, les députés SDF n'hésiteront pas à regagner l'hémicycle. Si les lois qui vont dans le sens de régler cette guerre stupide là vient, donc il n'y a aucune raison où on ne devait pas aller discuter ça. Nous sommes à l'Assemblée nationale pour défendre et pratiquer la politique de SDF. La politique de SDF, c'est que nous voulons un pays fort, uni et indivisible. Autre projet de loi qui pourrait faire revenir les députés SDF à l'hémicycle de Ngouaïkele, c'est celui concernant le contenu à donner au statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Après 6 semaines ou 2 mois, on a parlé du statut spécial. Bon, il n'y a rien dedans. Je crois que peut-être la première des choses qu'on devait nous donner ici, ça devrait être les éléments, un projet de loi, quelque chose qui va définir ce statut spécial. Mais on nous donne le projet de loi pour la ratification. On ne dit pas que la ratification n'est pas importante. Mais à l'heure actuelle, les Camerounais attendent voir qui est dans ce statut, soi-disant statut spécial. La question de la participation du SDF aux municipales et législatives du 9 février prochain est aussi préoccupante. Le chairman Ni John Frundi demande à ses militants de préparer leur dossier de candidature, alors même que le parti avait dans un premier temps annoncé le boycott de ces élections. Les responsables du SDF expliquent qu'ils continuent de croire que les lignes pourront bouger. Ils ne veulent donc pas être pris de court. On ne pouvait pas prendre de risques pour dire qu'on va attendre voir d'abord. Parce que si on attend, après, on remplit toutes les conditions. Et maintenant, le délai de composition des dossiers est déjà périmé. Donc nous sommes déjà hors jeu. Donc nous sommes dans la politique, on sait comment. C'est pour cela que le président national, son Excellence Ni John Frundi, a signé un circulaire très important pour donner des directives à tous les militants du SDF. Au dire des responsables du parti, le SDF continue donc à mettre la pression sur le gouvernement tout en demandant à ses militants de se préparer au cas où. Plus d'1 mois après le grand dialogue national, les recommandations n'ont toujours pas été appliquées et la question préoccupe même les parlementaires, sénateurs du parti au pouvoir. Ils plaident pour la mise en œuvre effective de ces recommandations pour décrisper le climat sociopolitique dans les régions anglophones
et dans le reste du pays. Dans cet élan, ils sont favorables également. Ils ont même mené un plaidoyer pour l'élaboration d'un budget 2020 destiné à l'amélioration des conditions de vie des populations. Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Se tenant au lendemain du grand dialogue national, la session de novembre nourrit beaucoup d'espoir au Sénat. Les membres de la Chambre haute du Parlement veulent voir implémenter les recommandations issues des assises de Yaoundé. Quand ils ont accepté qu'il y a problème, qu'il faut discuter, qu'il faut avoir les dialogues, nous avons accepté de participer. Mais un mois après le grand dialogue, il n'y a plus suite. Ni en ce qui concerne les statuts spéciaux pour les deux régions, ni les autres résolutions qui devaient aider, n'est-ce pas, à calmer les esprits. Au sein du parti au pouvoir, l'on est également préoccupé par la crise qui persiste dans le nord-ouest et le sud-ouest. On va mettre les intérêts de notre pays devant les intérêts individuels parce que c'est nécessaire que la résolution du dialogue national doit prendre place en tout notre débat au Sénat. La population nous regarde. À ceux qui dénoncent et critiquent le retard accusé dans la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national, le RDPC pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et le chef de l'État vient de donner le ton aux assises de Paris sur la paix, en annonçant la dotation imminente d'un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous étions à la commission de la décentralisation, qui était le cœur même de ce dialogue, où nous avons trouvé des solutions pour pouvoir apporter des réponses dans nos régions, et surtout dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est cette session qu'on attendait pour maintenant trouver les solutions à même de régler les problèmes dans nos régions. Cette session est essentiellement budgétaire. Aussi, le Sénat entend-il ouvrir l'œil sur le projet de loi de finances 2020 afin que l'intérêt des populations soit préservé. Nous ferons aussi preuve de vigilance afin que la loi de finances pour l'année 2020 apporte des réponses au malaise social ambiant sur fond de chômage des jeunes et des femmes. Sur ce dernier plan en particulier, nous attendons du gouvernement des mesures d'accompagnement du secteur privé pour la création d'emplois et l'amélioration de sa compétitivité en matière particulièrement dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et la foresterie. Après l'instant des retrouvailles et le ton donné par le premier vice-président du Sénat, place dans les prochains jours aux travaux proprement dits. Le gouvernement envisage de réprimer les discours haineux à caractère tribaliste et communautariste dans l'espace public. Il prévoit de modifier certaines dispositions du code pénal pour introduire une infraction intitulée « Outrage à la tribu ». L'objectif est de décourager la montée du tribalisme qui met en péril la paix, la sécurité et la cohésion nationale. Selon ces nouvelles dispositions, est accusé d'outrage à la tribu tout individu qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. Les sanctions sont un emprisonnement d'1 an à 2 ans et une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA lorsque l'auteur du discours de haine est un fonctionnaire, un responsable de formation politique, un responsable de médias ou d'une ONG. Les peines sont doublées et les circonstances atténuantes ne sont pas admises. C'est du moins ce qui ressort du projet de loi portant modification de certaines dispositions du code pénal. Ce projet de loi doit être soumis au Parlement durant cette session qui s'est ouverte il y a seulement quelques jours. Et cette prolifération des discours à caractère tribaliste et communautariste dans certains médias a poussé le CNC à mener une campagne de sensibilisation dans la capitale économique du Cameroun. Objectif, sensibiliser les journalistes sur ces dérives déontologiques érigées en règle dans certains journaux et médias dans la ville de Douala. Après avoir suivi les objectifs, la mission du CNC, le président directeur général du groupe La Nouvelle Expression a rassuré la délégation du Conseil national de la communication sur le professionnalisme des journalistes employés à Equinox et le respect de la déontologie et de l'équilibre dans l'organisation des débats et le traitement de l'information. Il a également insisté, Séverin Tchonke, sur l'indépendance de son groupe de médias engagé à donner la bonne information aux Camerounais. Au terme de la visite,
Le président directeur général du groupe La Nouvelle Expression a offert un présent à son visiteur, le vice-président du CNC. Il s'agit d'un ouvrage sur le pouvoir du courage émotionnel. Et à ce propos, je vous invite à suivre une attitude du président directeur général du groupe La Nouvelle Expression, Séverin Tchonke. J'ai eu à dire au président du CNC que telle a été la perception que nous avions au début des problèmes dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, où nous avions expliqué qu'il ne fallait pas interdire aux médias de dire ce qui est. Parce que si vous interdisez aux médias de dire ce qui est, les populations qui veulent savoir ce qui se passe vont se réfugier vers les réseaux sociaux et vont adopter ces réseaux sociaux. Si vous faisiez un test aujourd'hui pour savoir quel impact les médias classiques ont dans ces zones-là, vous seriez surpris aujourd'hui. Nous sommes conscients de nos responsabilités et nous essayons de faire en sorte que le métier que nous pratiquons, qu'on le fasse le plus professionnellement possible. Dans le reste de l'actualité, les signes précurseurs d'un affrontement politique titanesque sont apparus lors de la session ordinaire du conseil municipal à Douala 3e. Après 6 ans de gestion pour l'exécutif municipal SDF, des cadres RDPC sont montés au créneau pour fustiger des insuffisances et des dysfonctionnements dans les stratégies de développement local pour cette municipalité dans le 3e arrondissement de Douala. Un constat bien différent de celui de l'exécutif municipal qui se satisfait d'un bilan à la hauteur des attentes des populations à Douala 3e. Reportage Warren Zede et Donald Brice Kamgan. Passe d'âme entre les conseillers municipaux RDPC et ceux du Social Democratic Front à la mairie de Douala 3e. La session est consacrée à l'examen et au vote du budget de la commune pour l'année 2020, mais il y a comme un air de campagne électorale dans la salle des travaux. Les conseillers RDPC trouvent que les déplacements à l'étranger de l'exécutif communal sont au-dessus de la moyenne. Il serait loisible que de ce voyage à l'étranger, nous ayons le résultat de tout ce que ces différents périples dans le monde nous ont apporté en termes de résultats palpables, parce que nous allons faire la campagne. Il faudrait qu'on dise que dans le cas de jumelage, nous avons gagné de ceci ou de cela. Auquel cas, si nous n'avons pas ces éléments, nous comprendrons exactement pourquoi le 9 février, l'exécutif et les autres qui gèrent la mairie devraient se faire des soucis. Et moi, je peux garantir ici là que nous ferons ce qui est à notre niveau. Réponse du patron de l'exécutif communal, les voyages à l'étranger sont très recommandés dans le cadre de la coopération décentralisée. Le maire de la commune de Douala 3e parle de reproches électoralistes. Les voyages que je fais pour la mairie sont des voyages qui sont pour aller chercher des partenaires. Je peux vous avouer que mon dernier voyage m'a amené à Toulon, où j'ai trouvé un partenaire avec qui, si l'État ne me bloque pas comme dans les autres affaires, il va faire avec son agent de route. On va faire ce que nous appelons le PPP, c'est-à-dire que partenariat public-privé. Il va faire des routes partout dans l'arrondissement et nous allons faire des péages à 100 francs pour permettre de rentrer dans ses frais. Et quand il aura fini... Pour le reste, le budget de la commune est adopté à un peu plus de 3 milliards de francs CFA pour l'exercice 2020. Grande priorité, le développement des infrastructures routières, l'accès des populations aux services sociaux de base, les questions d'assainissement entre autres. Mais tout ceci passe par une meilleure maîtrise des recettes fiscales. La mairie planche sur la numérisation intégrale du système afin de limiter les fuites. Après de fortes pluies diluviennes, des inondations ont provoqué d'importants dégâts matériels et même humains dans le département du Mungo, là où un sexagénaire a été tué à la suite de ces inondations. Dans la région du sud-ouest également, Limbé s'est retrouvé sous les eaux après de fortes pluies. C'est le constat que font nos reporters Jacques Molon, Davidson Maimo et Nadine Yambou. Au quartier L'Homme-Chantier, dans le département du Mungo, les habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau. Suite logique des pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville. On n'a jamais eu ça depuis que nous sommes ici à Lou. Mais aujourd'hui, ça a aggravé. Il n'y a pas moyen. Les inondations, partout. Ces eaux torrentielles ont surtout entraîné la mort d'un homme de 60 ans.
Selon des témoins, la victime rentrait des plantations lorsqu'il a été emporté par les eaux et sa dépouille retrouvée dans une bananeraie. Comme ici, à Loum-Chantier, plusieurs quartiers sont envahis par les eaux. Les riverains et les usagers dénoncent l'absence des voies de canalisation. Ici, on n'a pas de rideau. Toutes les maisons, même jusqu'à dans ma chambre, c'est l'eau. Il n'y a pas moyen dans le quartier. Les récoltes sont petites. Maintenant, il faut ouvrir totalement la grande route, le grand cours d'eau de Benanka de Kumbeke. Alors en ce temps, l'eau va circuler un peu plus rapidement pour qu'il n'y ait pas inondation dans les maisons. En bas du pont, il y a les petits arbustes qui calent et l'eau ne circule pas normalement. Il faut casser le pont et le faire et trouver la canalisation. Face à ce défaut de circuit d'évacuation des eaux, les populations peinent à se mouvoir aisément à la moindre pluie. En l'occurrence, les élèves qui se rendent dans les différents établissements scolaires. Et à Limbé, dans la région du sud-ouest, c'est le même scénario. De fortes pluies tombées sur la ville l'ont provoqué de graves inondations. Plusieurs quartiers ont également été engloutis par les eaux, empêchant ainsi à de nombreux parents et enfants de vaquer librement à leurs occupations. Au moment où l'on s'apprêtait pour aller à l'école, la pluie a commencé. Elle était si forte que nous sommes restés à la maison. Tout le quartier était inondé. Ici, au lycée bilingue de Bongo, tout comme à l'école publique francophone La Défense, le niveau d'eau a atteint un seuil critique. Des élèves sont restés coincés dans des salles de classe. Certains enseignants ont tout simplement choisi d'arrêter de dispenser des cours. La façon avec laquelle la pluie est tombée ce matin était très forte. Le niveau d'eau nous atteignait à la taille et ne nous permettait pas de rester en salle de classe. Tout le monde a fui, même les enseignants. Arrivés à l'établissement ce matin, l'eau avait envahi toute la cour et les salles de classe. Tous les élèves sont rentrés chez eux. La ville de Limbé est régulièrement confrontée au phénomène d'inondation. Les populations qui déplorent l'absence des drains interpellent les pouvoirs publics avant que le pire ne se produise. Des éboulements de terrain ont encore fait plus d'une cinquantaine de sans-abri à Fumban dans le département du Noun. Près de 25 maisons d'habitation ont été détruites sous le fait d'une érosion géante qui ravage tout sur son passage depuis près de 2 ans. Le cri des détresses de ces nouveaux sinistrés de Fumban, c'est avec Mama Soufor et Jean-Paul Chouniat. Du mobilier de maison, sens dessus-dessous, des ustensiles de cuisine, pêle-mêle sous des décombres. On pourrait conclure à première vue que la terre a encore tremblé à Fumban cette semaine. Cet homme rentre chez lui. Voici ce qui reste de sa maison. Je suis là avec presque même hauteur avec la maison. C'est sur le décalage de 2 jours que vous avez vu cet affaissement. Là, nous sommes déjà dépassés. Comment faire pour anéantir cela? Sur la vingtaine d'habitations endommagées, certaines ont été sans façon, englouties dans les profondeurs de la terre. Et celles qui sont encore debout tiennent juste à un fil, prêtes à s'écrouler à la moindre secousse. Le dégât, dès que ça commence un peu, ça s'élargit. Vous avez vu ça. Si le pouvoir public nous laisse tomber, c'est que d'ici la saison pluvieuse prochaine, on sera tous ensevelis par le ravin. L'érosion avance donc à petits pas, dévastant tout sur son passage. Dans les quartiers Djintut, Djilum, Majinka et Kanunka, ici, l'odeur de la mort est omniprésente et les habitants ont perdu le sommeil depuis de longs mois. Déjà, les gens dorment ici avec un œil. Parce qu'il faut que celui-ci dorme, l'autre attend pour voir le vide devant laquelle les choses vont se passer. Ils sont tous sur qui vivent. Parce que si ça se commence, il faut qu'ils avertissent les autres aussi qui sont dans le coin. Puis ils puissent commencer à fuir. Si jusqu'ici, des sinistrés n'ont perdu aucun membre de leur famille, du moins, ils ont vu les tombes de leurs défunts disparaître sans laisser des traces. La commission ad hoc, créée pour recenser et faire recaser les sinistrés, ne sait plus où mettre la tête face aux milliers de victimes qui s'amoncellent au fil des jours, avec des pluies qui continuent de tomber, fragilisant encore et toujours la stabilité du sol. Comment s'effectue le changement de grade chez les chercheurs au Cameroun?
l'un des critères les plus importants, c'est la publication des publications scientifiques susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations. À cet effet, des chercheurs ont soumis leurs travaux à un jury qui s'est réuni au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. D'autres explications avec Ike Cyril. 135 dossiers de chercheurs, candidats à une promotion au grade supérieur, sont en étude au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. L'évaluation, c'est un processus qui commence à partir des institutions de recherche où les chercheurs évoluent. Et chaque institution de recherche, dans le cadre d'une commission ad hoc créée par Madame le ministre, examine les dossiers pour vérifier les conditions de recevabilité et d'éligibilité. 3 catégories sont en jeu: chargé de recherche, maître de recherche et directeur de recherche. Les candidats devront remplir chacun 3 conditions minimales, à savoir le diplôme, la production scientifique et l'ancienneté. Pour délibérer, le jury s'appuie sur le témoignage d'au moins 3 experts dans chaque spécialité. Pour chaque chercheur, nous cherchons au moins 3 experts de sa spécialité qui vont se prononcer sur sa production scientifique. Parce que nous ne pouvons pas dire que votre article n'est pas produit dans votre spécialité. Il y a les experts qui vont se prononcer et ce sont ces documents que nous sommes en train de dépouiller actuellement dans la salle. Dans les détails, pour le passage au grade de chargé de recherche, le candidat titulaire d'un doctorat PhD doit justifier d'une année d'ancienneté et avoir produit un article scientifique. À défaut du doctorat PhD, le candidat doit avoir un master recherche ou un DEA et être inscrit en thèse. Il doit également justifier de 2 ans d'ancienneté et avoir produit 2 articles scientifiques. Pour le grade de maître de recherche, il faut avoir passé déjà 4 années comme chargé de recherche, avoir produit au moins 6 articles scientifiques dans lesquels le candidat est premier ou deuxième auteur sur 3. Pour le grade de directeur de recherche, enfin, le candidat doit produire 8 articles scientifiques et avoir encadré des chercheurs. Si tous les candidats remplissent les critères pour le changement de grade, nous faisons un travail scientifique. Il n'y a pas de discrimination. Tous les candidats peuvent être promus s'ils remplissent les conditions. Il peut aussi on peut avoir des cas où aucun des chercheurs également ne change de grade si aucun d'eux ne remplit les conditions. La réglementation en matière de promotion des chercheurs donne également la latitude au ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation de recaler un candidat même contre l'avis du jury. Il y a malheureusement des chercheurs qui sont peut-être brillants, ils ont une bonne production scientifique, ils remplissent des critères d'ancienneté, ainsi de suite. Mais lorsque, au niveau comportemental, ils ne respectent pas la hiérarchie, ils sèment la zizanie, le désordre, ça peut arriver et le ministre peut être capable de dire que non, celui-là, pour qu'on puisse l'amener à la raison, on peut décider de freiner son évolution en grade pour l'amener donc à changer de comportement. Parce qu'il peut également polluer l'environnement de la recherche. Sur les 135 dossiers en étude, 98 sont candidats au grade de chargé de recherche, 33 au grade de maître de recherche et 4 au grade de directeur de recherche. En bref, à présent, le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba a rendu hommage à ses soldats et officiers morts sur le champ de bataille depuis le début de l'année. C'était à l'occasion de la célébration de Saint-Michel, le saint patron des parachutistes. La cérémonie était présidée par le général de brigade Aga Robinson, est également ponctuée par des démonstrations de savoir-faire de ces troupes aéroportées de Koutaba. Quels sont les défis sécuritaires? L'amélioration de la gouvernance et le développement socio-économique sont des problématiques majeures pour l'Afrique, confrontée à la multiplication des poches de conflits sur le continent africain. Comment promouvoir la paix et la sécurité? La question est au centre d'un débat africain où 3 chefs d'État partagent leur expérience, croisent leurs regards lors d'une émission présentée par Alain Foka. Le débat africain, c'est à suivre à 21h sur Equinox Télévision. Alain Foka qui reçoit 3 chefs d'État africains qui vont débattre autour des questions relatives à la paix et la sécurité. Il participait au Forum de Paris sur la paix et la sécurité. Émission à suivre à 21h sur Equinox Télévision. Émission présentée par Alain Foka.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Discours haineux à caractère tribaliste et communautariste, l'État veut punir. De nouvelles dispositions doivent être introduites dans le code pénal. C'est le sens d'un projet de loi relatif à déposer à la table de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le gouvernement prévoit de punir d'1 an à 2 ans de prison ferme toute personne qui tient un discours de haine ou un discours violent à l'encontre de notre Camerounais en raison de son appartenance ethnique ou tribale. Et les peines sont doublées si l'auteur de ce discours de haine est un responsable des médias ou responsable d'une formation politique ou encore un fonctionnaire. Ce sont là les nouvelles dispositions du projet de loi portant modification du code pénal à soumettre à l'examen de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Social Democratic Front boycotte la session, l'ouverture de la session de novembre. Il ira quand même aux élections législatives et municipales. C'est la décision du chairman du SDF qui a tranché le débat sur la participation ou non de sa formation politique à ce double scrutin prévu en février 2020 au regard de la situation exceptionnelle du Cameroun. Ce sont les propos du chairman du SDF dans le communiqué qui a été rendu public. Il appelle les maires, députés et militants, sénateurs SDF à constituer déjà le dossier de candidature pour les élections législatives et municipales. Le SDF, vous l'avez suivi dans ce journal, qui compte continuer à mettre la pression sur le gouvernement camerounais en vue de la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.